Chers auditeurs de ma chaîne YouTube, je suis ravi de partager avec vous cette histoire palpitante écrite dans le style de la célèbre romancière Danielle Steel. Préparez-vous à plonger dans un monde d'intrigues, de dangers et de révélations choquantes alors que nous suivons le parcours d'un journaliste courageux qui se retrouve au cœur d'un complot gouvernemental. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par cette aventure captivante. Bonne écoute. Dans La vérité enfouie, le journaliste Mark Tanner voit sa vie basculer lorsqu'il reçoit une mystérieuse clé USB anonyme. Ce qui commence comme une enquête de routine se transforme rapidement en une course effrénée pour révéler un complot gouvernemental aux implications mondiales. Alors que Mark plonge plus profondément dans l'affaire, il se retrouve traqué par des forces puissantes et invisibles, mettant en danger non seulement sa carrière, mais aussi sa vie. Avec l'aide d'alliés inattendus, Mark doit naviguer dans un labyrinthe de secrets, de trahisons et de vérités choquantes pour exposer la corruption au plus haut niveau du gouvernement. Dans cette histoire palpitante de suspense et d'intrigue, Mark découvrira que la vérité a parfois un prix terrifiant. Chapitre 1. L'étincelle. Mark Tanner soupira profondément en s'asseyant à son bureau dans la salle de rédaction du Washington Chronicle. La journée avait été longue et frustrante, remplie d'articles sans intérêt et de sources peu fiables. À 35 ans, Mark était un journaliste d'investigation respecté, connu pour son intégrité et sa ténacité. Ses cheveux bruns ébouriffés et ses yeux verts perçants trahissaient une nuit blanche passée à peaufiner son dernier article. Le soleil couchant baignait la pièce d'une lueur orangée, projetant des ombres allongées sur les bureaux vides. La plupart de ses collègues étaient déjà partis, laissant derrière eux le bourdonnement sourd des ordinateurs et le cliquetis occasionnel d'un clavier solitaire. Mark se frotta les yeux, fatigué mais incapable de rentrer chez lui. Quelque chose le retenait, une intuition persistante qu'il ne pouvait ignorer. C'est alors qu'il remarqua une enveloppe marron posée sur le coin de son bureau. Intrigué, il la saisit, notant son poids inhabituel et l'absence d'adresse d'expéditeur. Avec précaution, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva une simple clé USB noire accompagnée d'une note manuscrite. « La vérité vous libérera, soyez prudent. » Le cœur de Mark s'accéléra. En tant que journaliste chevronné, il avait appris à reconnaître le parfum du scoop. Cette clé USB mystérieuse promettait quelque chose de gros, peut-être même la storia de sa carrière. Sans hésiter, il inséra la clé dans son ordinateur. L'écran s'illumina, révélant une série de dossiers cryptés. Mark commença à les parcourir, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'il découvrait leur contenu. Des documents classifiés, des emails confidentiels, des rapports financiers, tous pointaient vers un vaste réseau de corruption au sein même du gouvernement américain. Les heures passèrent, tandis que Mark plongeait plus profondément dans les fichiers. Il découvrit des preuves de détournement de fonds massifs, de manipulation électorale et même de complicité dans des assassinats politiques à l'étranger. Les noms qui apparaissaient étaient ceux de hauts fonctionnaires, de sénateurs respectés et même de membres du cabinet présidentiel. L'esprit de Mark tournait à plein régime. Il savait qu'il tenait entre ses mains une bombe à retardement, journalistique. Mais il savait aussi que publier ces informations sans une vérification minutieuse serait non seulement irresponsable, mais potentiellement dangereux. Alors qu'il continuait à fouiller dans les fichiers, un bruit soudain le fit sursauter. Il leva les yeux pour voir le gardien de nuit, Joe, qui le regardait avec curiosité. « Encore au travail, monsieur Tanner ?» demanda Joe avec un sourire bienveillant. Mark força un sourire, essayant de cacher sa nervosité. « Tu me connais, Joe, toujours. À la recherche du prochain gros titre. » Joe hocha la tête avec compréhension avant de poursuivre sa ronde. Dès qu'il fut hors de vue, Mark se précipita pour copier les fichiers sur son propre disque dur sécurisé. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser la clé USB originale sans surveillance. Alors qu'il finissait de copier les fichiers, son téléphone vibra.
Un message d'un numéro inconnu s'afficha « Ils savent, faites attention ». Le sang de Marc se glaça dans ses veines. Qui était « il » et comment savait-il qu'il avait reçu la clé USB? Il regarda autour de lui, soudain conscient des ombres qui semblaient s'allonger et des bruits qui résonnaient dans le bâtiment presque vide. Avec des mains tremblantes, il rassembla ses affaires, glissa la clé USB dans sa poche et éteignit son ordinateur. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il ne put s'empêcher de jeter des regards nerveux par-dessus son épaule. Dans le parking souterrain, Marc monta dans sa voiture, une vieille Volvo qui avait connu des jours meilleurs. Il démarra le moteur, mais avant de partir, il prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs en ébullition. Il savait que sa vie venait de changer irrémédiablement. Les informations qu'il possédait maintenant étaient explosives, capables de faire tomber des gouvernements et de redessiner le paysage politique mondial. Mais elles étaient aussi incroyablement dangereuses. Alors qu'il quittait le parking, Marc ne pouvait s'empêcher de penser à sa famille, à Sarah, sa femme, professeure d'université, qui l'attendait probablement à la maison avec leur fille, de 5 ans, Emily. Que leur dirait-il? Comment pourrait-il les protéger des retombées de ce qu'il venait de découvrir? Sur le chemin du retour, Marc prit plusieurs détours, vérifiant constamment son rétroviseur pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Son esprit tournait à plein régime, élaborant des plans, envisageant des scénarios. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement publier ces informations sans preuve solide. Il devrait vérifier chaque fait, corroborer chaque allégation. Cela prendrait du temps, et le temps était un luxe qu'il n'était pas sûr d'avoir. Alors qu'il se garait devant sa maison de banlieue, Marc prit une décision. Il allait avoir besoin d'aide, d'alliés en qui il pouvait avoir confiance. Demain, il contacterait son vieil ami et mentor, le rédacteur en chef à la retraite, Frank Thompson. Si quelqu'un pouvait l'aider à naviguer dans ces eaux troubles, c'était bien Frank. Marc prit une dernière inspiration profonde avant de sortir de sa voiture. Il força un sourire sur son visage, déterminé à ne pas inquiéter sa famille, pas encore, pas avant d'en savoir plus. Alors qu'il franchissait le seuil de sa maison, accueilli par les rires de sa fille et le sourire chaleureux de sa femme, Marc savait une chose avec certitude, rien ne serait plus jamais pareil. Il était sur le point de plonger dans les profondeurs d'un complot qui dépassait son imagination la plus folle, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Chapitre 2. Dans l'œil du cyclone. Le lendemain matin, Marc se réveilla avant l'aube, l'esprit encore embrumé par les révélations de la veille. Il n'avait pratiquement pas dormi, son cerveau tournant sans cesse, analysant les implications de ce qu'il avait découvert. À côté de lui, Sarah dormait paisiblement, inconsciente du tourbillon d'émotions qui agitait son mari. Avec précaution, Marc se glissa hors du lit et se dirigea vers la cuisine. Alors qu'il préparait son café, ses yeux ne cessaient de se poser sur son sac, où il avait caché la clé USB. Cette petite pièce de plastique et de métal contenait des secrets qui pouvaient changer le monde, et le poids de cette responsabilité pesait lourdement sur ses épaules. Le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon lorsque Marc quitta silencieusement la maison. Il avait laissé une note à Sarah, prétextant une réunion matinale au journal. Ce n'était pas un mensonge complet. Il se rendait, effectivement, au Washington Chronicle, mais pas pour une simple réunion. En arrivant au bureau, Marc fut soulagé de constater que la salle de rédaction était encore pratiquement vide. Il s'installa à son poste et commença à travailler, passant au crible les documents de la clé USB avec une attention renouvelée. Chaque nouvelle information qu'il découvrait ne faisait que confirmer ses pires craintes. Le complot s'étendait bien au-delà de ce qu'il avait initialement imaginé. Vers midi, alors que la salle de rédaction bourdonnait d'activité, Marc reçut un message de Frank Thompson, acceptant de le rencontrer. Soulagé d'avoir enfin un allié, Marc quitta discrètement le bureau, prenant soin de ne pas attirer l'attention.
Le café où ils avaient convenu de se retrouver était un petit établissement discret, loin des sentiers battus. Frank était déjà là quand Mark arriva, son visage ridé par les années, trahissant une inquiétude évidente. « Mark, mon garçon !» salua Frank en se levant pour l'étreindre. « Ton message m'a intrigué. Qu'est-ce qui se passe ?» Mark jeta un coup d'œil nerveux autour de lui avant de s'asseoir. « Frank, j'ai besoin de ton aide. J'ai reçu des informations qui pourraient faire tomber le gouvernement. » Les yeux de Frank s'écarquillèrent. « Tu es sérieux ?» Mark hocha gravement la tête et commença à expliquer à voix basse ce qu'il avait découvert. Au fur et à mesure qu'il parlait, le visage de Frank passait de la surprise à l'inquiétude, puis à une détermination farouche. « Mark, » dit finalement Frank, « tu te rends compte dans quoi tu t'embarques ? Ces gens, ils ne reculeront devant rien pour garder ces secrets enfouis. »« Je sais, » répondit Mark, « mais je ne peux pas simplement ignorer ça. C'est mon devoir de journaliste, mon devoir de citoyen, de révéler la vérité. » Frank soupira profondément. « Je comprends, et je vais t'aider, mais nous devons être extrêmement prudents. Voici ce que nous allons faire. » Pendant les heures qui suivirent, Mark et Frank élaborèrent un plan. Ils décidèrent de former une petite équipe de journalistes de confiance pour vérifier les informations. Ils établiraient également des contacts avec des avocats spécialisés dans la liberté de la presse et des experts en cybersécurité pour se protéger. Alors qu'ils quittaient le café, Mark se sentait à la fois soulagé et anxieux. Il avait un plan, un allié, mais il savait aussi que le véritable combat ne faisait que commencer. De retour chez lui ce soir-là, Mark eut du mal à cacher son agitation à Sarah. Alors qu'il dînait en famille, écoutant Emily babiller joyeusement sur sa journée à l'école, Mark ne pouvait s'empêcher de penser au danger qui les guettait, peut-être. Cette nuit-là, alors que Sarah dormait, Mark se glissa hors du lit et alla dans son bureau. Il ouvrit son ordinateur et commença à rédiger une lettre. Une lettre à Sarah, expliquant tout, au cas où quelque chose lui arriverait. Il détestait l'idée de lui cacher des choses, mais pour l'instant, c'était la seule façon de la protéger. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités frénétiques. Mark, avec l'aide de Frank et de l'équipe qu'ils avaient constituée, plongea profondément dans l'enquête. Chaque nouvelle découverte ne faisait que confirmer l'ampleur du complot. Mais alors que l'enquête progressait, Mark commença à remarquer des choses étranges. Des voitures qui semblaient le suivre, des appels téléphoniques mystérieux, des regards suspicieux de certains collègues au journal. La paranoïa commençait à s'installer. Un soir, alors qu'il rentrait tard du bureau, Mark remarqua une voiture noire garée en face de sa maison. Son cœur se mit à battre la chamade. Était-ce une coïncidence ou était-il surveillé? Il entra chez lui, s'efforçant de paraître normal pour Sarah et Emily. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas, restant éveillé à surveiller la rue par la fenêtre. Le lendemain matin, Mark reçut un appel de Frank. « Mark, nous avons un problème. L'un de nos contacts au sein du gouvernement a disparu. Je pense qu'ils commencent à se douter de quelque chose. » La peur s'empara de Mark. Il savait que le temps pressait. Il devait agir vite avant que ceux qu'il cherchait à exposer ne les rattrapent. « Frank, » dit Mark d'une voix résolue, « il est temps de passer à l'offensive. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. »« Tu es sûr ?» demanda Frank, l'inquiétude perceptible dans sa voix. « Oui, » répondit Mark. « Nous avons assez de preuves. Il est temps de les publier. » Alors qu'il raccrochait, Mark savait qu'il venait de franchir un point de non-retour. Les jours à venir allaient être les plus dangereux de sa vie, mais il était prêt à affronter la tempête qui s'annonçait, car au cœur de cette tempête se trouvait la vérité. Et Mark était déterminé à la révéler, quoi qu'il en coûte. Chapitre 3. La tempête se lève. Le ciel était d'un gris menaçant lorsque Mark quitta sa maison ce matin-là, reflétant parfaitement l'atmosphère tendue qui régnait dans son esprit. Il embrassa Sarah et Emily avec une ferveur inhabituelle, et eut conscient que chaque au revoir pourrait être le dernier.
En route vers le bureau, Marc ne pouvait s'empêcher de vérifier constamment son rétroviseur, à l'affût du moindre signe de filature. La paranoïa s'était installée comme une seconde peau, teintant chaque interaction, chaque regard d'un voile de suspicion. Arrivé au Washington Chronicle, Marc se dirigea directement vers la salle de conférence où l'attendaient Frank et leur petite équipe de confiance. L'air était chargé d'une électricité presque palpable alors qu'ils se rassemblaient autour de la table. « Bon, » commença Marc, sa voix trahissant une nervosité qu'il s'efforçait de maîtriser. « Nous y sommes. Aujourd'hui, nous allons changer. L'histoire !» Frank hocha gravement la tête. « Marc a raison. Nous avons vérifié et revérifié chaque information. Il est temps de les rendre publiques. » Pendant les heures qui suivirent, l'équipe travailla d'arrache-pied pour préparer leur exposé. Ils rédigeaient, éditaient, vérifiaient chaque détail une dernière fois. Marc savait que la moindre erreur pourrait être utilisée pour discréditer l'ensemble de leur travail. Vers midi, alors que l'équipe faisait une pause pour déjeuner, Marc reçut un appel d'un numéro inconnu. Hésitant, il décrocha. « Monsieur Tanner », dit une voix grave à l'autre bout du fil. « Je vous conseille vivement de reconsidérer ce que vous êtes sur le point de faire. Certaines vérités ne sont pas faites pour être révélées. » Avant que Marc ne puisse répondre, la ligne fut coupée. Son cœur battait la chamade. Il savait, d'une manière ou d'une autre, il savait ce qu'il s'apprêtait à faire. Marc partagea immédiatement l'information avec Frank et le reste de l'équipe. La tension dans la pièce monta d'un cran. « Nous devons accélérer », décida Frank. « Ils vont essayer de nous arrêter. » Les heures suivantes furent un tourbillon frénétique d'activités. L'équipe mit la touche finale à leur article, préparant simultanément des versions pour le journal, le site web et les réseaux sociaux. Ils contactèrent également des journalistes de confiance dans d'autres médias, prêts à relayer l'information dès sa publication. À 18 h, tout était prêt. Marc prit une profonde inspiration, son doigt suspendu au-dessus de la touche, publié sur son ordinateur. C'était le moment de vérité. « Pour la vérité » murmura-t-il, et il appuya sur la touche. En quelques secondes, l'article fut en ligne. « Scandale au sommet de l'État, corruption et conspiration exposées » criait le titre. Les preuves étaient là, irréfutables, exposant au grand jour des années de malversation, de manipulation et de crimes au plus haut niveau du gouvernement. L'effet fut immédiat. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les chaînes d'information interrompirent leur programme pour couvrir la nouvelle. Le téléphone de Marc ne cessait de sonner, journalistes et confrères cherchant à obtenir plus d'informations. Mais au milieu de ce chaos, Marc ressentit soudain une peur viscérale. Il venait de déclencher un tsunami et il savait que la vague de retour serait dévastatrice. Comme pour confirmer ses craintes, Frank fit irruption dans son bureau. Le visage pâle. « Marc, ils arrivent, des agents fédéraux. Nous devons partir, maintenant. » Sans hésiter, Marc rassembla rapidement ses affaires les plus importantes, dont la précieuse clé USB. Alors qu'il se précipitait vers la sortie, de secours, il pouvait entendre le bruit des portes qui s'ouvraient violemment à l'étage inférieur. Dans la ruelle derrière le bâtiment, une voiture les attendait, conduite par l'un des contacts de Frank. Ils montèrent rapidement et la voiture démarra en trombe. Alors qu'il s'éloignait du Washington Chronicle, Marc ne put s'empêcher de regarder en arrière. Le bâtiment qui avait été sa deuxième maison pendant tant d'années disparaissait maintenant dans la distance. « Où allons-nous » demanda Marc, la voix tremblante. « Dans un endroit sûr » répondit Frank. « J'ai des amis qui peuvent de nous cacher pendant un moment. Mais Marc, tu dois comprendre, ta vie ne sera plus jamais la même. » Marc hocha la tête. Le cœur lourd, ses pensées se tournèrent vers Sarah et Emily. Comment allait-il leur expliquer tout cela? Comment pourrait-il les protéger des retombées de ce qu'ils venaient de faire? Alors que la voiture filait dans la nuit, Marc réalisa qu'il venait de franchir le point de non-retour. La vérité était maintenant exposée au grand jour, mais le prix à payer serait élevé, très élevé. La tempête qu'il avait déclenchée ne faisait que commencer, et Marc savait qu'il devrait affronter ses conséquences, quelle qu'en soit l'issue. Mais pour l'instant,
Tout ce qu'il pouvait faire était de s'accrocher et d'espérer avoir pris la bonne décision. Car dans le monde trouble où il venait de plonger, la ligne entre le bien et le mal, entre le héros et le traître, n'avait jamais été aussi floue. Chapitre 4. Les ombres se resserrent. La planque de Frank s'avéra être une petite maison, isolée dans les bois, à plusieurs heures de route de Washington. Lorsqu'ils arrivèrent, l'aube commençait à peine à poindre, baignant les arbres d'une lueur blafarde. Mark était épuisé, physiquement et émotionnellement, mais son esprit restait en alerte, incapable de se reposer. À l'intérieur de la maison, ils furent accueillis par une femme d'une 50aine d'années au regard perçant. « Je suis Clara », se présenta-t-elle brièvement. « Vous serez en sécurité ici pour le moment. » Alors que Frank discutait avec Clara, Mark alluma la télévision. Toutes les chaînes d'information parlaient de leurs révélations. Des images de manifestations devant la Maison-Blanche et le Capitole défilaient à l'écran. Le pays était en ébullition, mais ce qui frappa Mark, c'était la rapidité avec laquelle certains médias commençaient déjà à remettre en question la véracité de leurs informations. Des sources anonymes au sein du gouvernement qualifiaient leurs allégations de fabrication malveillante et de fake news. Ils essaient de contrôler le récit, murmura Frank en s'asseyant à côté de Mark. Mais nous nous y attendions. C'est pour ça que nous avons impliqué d'autres journalistes et médias. Ils ne peuvent pas tous nous faire taire. Mark hocha la tête, mais une nouvelle inquiétude le rongeait. Frank, je dois contacter Sarah. Elle doit être morte d'inquiétude. Frank hésita. Mark, tu sais que c'est risqué. Il surveille sûrement toutes tes communications. Je sais, répondit Mark, mais je ne peux pas la laisser dans l'ignorance. Elle mérite de savoir la vérité et d'être préparée à ce qui pourrait arriver. Après une longue discussion, ils décidèrent d'utiliser un téléphone prépayé pour un bref appel. Mark composa le numéro de Sarah avec des mains tremblantes. « Allô ?» La voix de Sarah était tendue, inquiète. « Sarah, c'est moi » dit Mark, la gorge serrée. « Mark ! Oh mon Dieu, Mark ! Où es-tu? Que se passe-t-il? Des agents sont venus à la maison, ils ont tout fouillé. » « Je sais, je suis désolé » interrompit doucement Mark. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Écoute-moi attentivement. Ce que tu vois aux informations, c'est la vérité. J'ai découvert quelque chose d'énorme et de dangereux. Je ne peux pas rentrer à la maison pour le moment, c'est trop risqué. » Il eut un silence à l'autre bout de la ligne. Quand Sarah reprit la parole, sa voix était calme, déterminée. « Que dois-je faire ?» Mark sentit son cœur se gonfler de fierté et d'amour pour sa femme courageuse. « Va chez ta sœur avec Emily. Ne parle à personne de l'endroit où vous allez. J'ai laissé une lettre dans le tiroir de mon bureau à la maison, elle explique. Tout. Prends-la, mais ne l'ouvre que si quelque chose m'arrive. » « Mark !» La voix de Sarah se brisa. « Je t'aime, Sarah. Dis à Emily que je l'aime aussi. Je vous promets que je ferai tout pour revenir vers vous. » Mark raccrocha, les yeux embués de larmes. Frank posa une main réconfortante sur son épaule. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Depuis leur cachette, Mark et Frank coordonnaient leurs efforts avec les journalistes et les médias qui soutenaient leur cause. Ils publiaient de nouvelles preuves, répondaient aux tentatives de désinformation du gouvernement et essayaient de maintenir l'attention du public sur le scandale. Mais plus le temps passait, plus la situation devenait dangereuse. Des rumeurs circulaient sur des journalistes arrêtés, des rédactions perquisitionnées. Le gouvernement semblait prêt à tout pour étouffer l'affaire. Un soir, alors que Mark travaillait tard sur son ordinateur, il reçut un email crypté d'une source inconnue. Le message était bref. « Ils savent où vous êtes. Partez immédiatement. » Le cœur battant, Mark réveilla Frank et Clara. En quelques minutes, ils avaient rassemblé leurs affaires essentielles et étaient prêts à partir. Alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture, des phares illuminèrent soudain la clairière. Des voix autoritaires résonnèrent dans la nuit. « Federal Agent, sortez les mains en l'air !»« Par ici !» chuchota Clara, les guidant vers un sentier caché dans les bois. Ils s'enfoncèrent dans l'obscurité, le bruit des agents qui fouillaient, la maison s'estompant derrière eux.
Marc serrait contre lui son sac, contenant la précieuse clé USB et son ordinateur portable, sachant que ces objets étaient désormais leur seul espoir de prouver la vérité. Alors qu'ils progressaient péniblement dans les bois, Marc réalisa que leur combat ne faisait que commencer. Ils étaient maintenant des fugitifs, pourchassés par les forces mêmes qu'ils cherchaient à exposer. Mais malgré la peur et l'incertitude, Marc sentit une détermination renouvelée l'envahir. Il avait fait un choix en décidant de révéler la vérité et il irait jusqu'au bout quoi qu'il en coûte. Car dans ce monde d'ombres et de secrets, la vérité était la seule lumière qui pouvait dissiper les ténèbres. Et Marc était déterminé à la faire briller, même si cela devait être la dernière chose qu'il ferait. Chapitre 5. Le dernier refuge. Après une nuit éprouvante à fuir à travers les bois, Marc, Frank et Clara trouvèrent refuge dans une cabane abandonnée au cœur de la forêt. Épuisés et tendus, ils s'efforçaient de reprendre leur souffle et de planifier leur prochaine action. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, indéfiniment, » dit Frank, passant une main fatiguée sur son visage. « Nous devons trouver un moyen de diffuser toutes nos preuves, de manière à ce qu'elles ne puissent pas être étouffées ou discréditées. » Marc acquiesça, son esprit tournant à plein régime malgré l'épuisement. « J'ai une idée, » dit-il finalement, « mais c'est risqué. » Il leur expliqua son plan, utiliser ses contacts dans les médias internationaux pour organiser une conférence de presse mondiale simultanée. Ils diffuseraient en direct toutes leurs preuves, rendant impossible toute tentative de censure. « C'est audacieux, » admit Clara, « mais ça pourrait marcher. » Les jours suivants furent consacrés à la préparation méticuleuse de leur coup d'éclat. Marc et Frank travaillaient sans relâche, compilant leurs preuves, préparant leurs présentations et coordonnant secrètement avec des journalistes de confiance à travers le monde. Pendant ce temps, l'étau se resserrait. Les nouvelles parlaient d'une chasse à l'homme national pour retrouver Mark Tanner, désormais qualifié de traître et d'ennemi de l'État par certains responsables gouvernementaux. La veille du jour J, alors que l'obscurité tombait sur leur refuge forestier, Marc prit un moment pour s'isoler. Il sortit son téléphone et, malgré les risques, composa le numéro de Sarah. « Marc ?» La voix de sa femme était à peine un murmure. « Sarah », répondit-il, la gorge serrée. « Je voulais juste entendre ta voix et celle d'Émilie, si c'est possible. » Il y eut un bref silence, puis la voix claire de sa fille résonna dans le combiné. « Papa, tu me manques. Quand est-ce que tu rentres à la maison ?» Marc dut lutter contre les larmes. « Bientôt, ma chérie, je te le promets. Sois sage avec maman, d'accord ?» Après quelques mots d'amour échangés, Marc raccrocha, le cœur lourd mais résolu. Le lendemain matin, ils mirent leur plan à exécution. Grâce à une connexion satellite sécurisée, Marc apparut simultanément sur des écrans du monde entier. Son visage, marqué par la fatigue mais empreint de détermination, fut vu par des millions de personnes. « Citoyens du monde », commença-t-il, « je m'adresse à vous aujourd'hui pour révéler une vérité qui a été cachée trop longtemps. » Pendant les 2 heures qui suivirent, Marc exposa méthodiquement chaque preuve, chaque document, chaque enregistrement qu'ils avaient recueilli. Le monde entier écoutait, stupéfait, alors que le voile se levait sur l'un des plus grands scandales de l'histoire moderne. À la fin de la transmission, Marc conclut « J'ai fait cela non pas par désir de gloire ou de reconnaissance, mais parce que je crois en la vérité et en la justice. Quoi qu'il m'arrive maintenant, je sais que j'ai fait ce qui était juste. » L'impact fut immédiat et mondial. Des manifestations éclatèrent dans de nombreuses capitales, exigeant des comptes et des démissions. Les médias du monde entier reprirent l'histoire, l'amplifiant et l'analysant sous tous les angles. Dans les jours qui suivirent, les dominos commencèrent à tomber. Des hauts fonctionnaires démissionnèrent, des enquêtes furent ouvertes et le système politique fut secoué jusqu'à ses fondations. Marc, Frank et Clara émergèrent finalement de leur cachette, se rendant volontairement aux autorités. Mais l'opinion publique était désormais de leur côté. Des foules se rassemblèrent
devant les tribunaux, exigeant leur libération et les acclamant comme des héros. Après des semaines de procédures juridiques intenses, Mark fut finalement blanchi de toutes les accusations portées contre lui. Le jour de sa libération, il sortit du palais de justice pour être accueilli par une foule en liesse, Sarah et Emily en première ligne. Alors qu'il serrait sa famille dans ses bras, des larmes de soulagement et de joie coulant sur ses joues, Mark réalisa que son combat avait porté ses fruits. La vérité avait triomphé, et bien que le chemin ait été difficile et dangereux, il savait qu'il referait le même choix si c'était à refaire. Un an plus tard, Mark était assis dans son bureau au Washington Chronicle. Le journal, loin d'avoir été détruit par le scandale, avait vu sa réputation et son lectorat augmenter considérablement. Mark était maintenant rédacteur en chef, continuant à mener des enquêtes courageuses et à défendre la vérité. Sur son bureau trônait une photo de sa famille, à côté d'une plaque commémorant son prix Pulitzer. Mais ce qui attirait vraiment son regard, c'était la petite clé USB noire, désormais encadrée et accrochée au mur. Un rappel constant que la vérité, aussi difficile soit-elle à révéler, vaut toujours la peine d'être poursuivie. Alors qu'il se penchait sur son prochain article, Mark savait que son travail n'était pas terminé. Il y aurait toujours des secrets à découvrir, des injustices à exposer. Mais maintenant, il savait qu'il avait la force et le courage d'affronter n'importe quel défi. Car dans un monde d'ombres et de mensonges, la lumière de la vérité brillait plus fort que jamais. Chers auditeurs, j'espère que cette histoire vous a captivé et vous a fait réfléchir. La vérité enfouie nous rappelle l'importance cruciale du journalisme d'investigation et du courage qu'il faut pour défendre la vérité face à l'adversité. Dans un monde où la désinformation et les fake news sont omniprésentes, des personnes comme Mark Tanner, bien que fictives, représentent les héros dont notre société a besoin. Cette histoire nous invite à réfléchir sur notre propre rôle dans la quête de vérité et de justice. Que ferions-nous si nous étions confrontés à un tel dilemme? Aurions-nous le courage de nous lever pour ce qui est juste, même au péril de notre sécurité et de notre confort? J'espère que ce récit vous a non seulement diverti, mais aussi inspiré à rester vigilant, à questionner ce qui nous est présenté comme vérité et à toujours chercher à comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Merci d'avoir écouté et n'oubliez jamais, la vérité, aussi difficile soit-elle à atteindre, triomphe toujours et vaut la peine de se battre. À bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.